depuis pas mal de mois maintenant. Je laisse tout simplement, pour ouvrir le bal, la parole à notre nouveau, hop là, ça sera mieux comme ça, la parole à notre nouveau co-président Frédéric Perrin. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Ça fait plaisir de vous voir autrement qu'il y a des écrans, de voir finalement qu'il y a des personnes qui sont au-delà du buste, en fait, qu'on voit habituellement. Alors, ce soir, il y a une offre numérique qui est assez forte sur le département et sur la région. Donc, ça met encore plus de valeur à votre présence ici, puisque finalement, vous avez choisi de venir pour assister à cet événement autour du Green IT, l'éco-conception. Donc, doublement merci à vous d'être présents, ça fait vraiment plaisir. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment est venue en fait cette action régionale de Digital League autour du Green IT. Donc, l'action naît il y a à peu près 2 ans et demi, on va dire, avec le bureau de Digital League, quelques acteurs également qui sont présents ce soir. Et puis finalement, on se dit qu'on doit se saisir de ce sujet-là qui est important, l'éco-conception, le Green IT. Et puis, après quelques réunions de travail avec donc, des adhérents, des permanents, il y a 1 an et demi, on décide de se lancer et de se dire qu'on va faire l'événement régional de l'année sur le Green IT. Et puis, finalement, on a réussi à maintenir cette activité Green IT tout au long de l'année avec des ateliers, avec des entreprises qui ont continué de suivre des parcours. Et puis arriver à ce soir avec cet événement Green IT. Alors faire un événement sur ce territoire, c'est finalement très très logique parce qu'on a une force sur ce territoire, une force d'innovation, des acteurs, des entreprises qui sont mobilisés sur le sujet, qui se sont mobilisés dès le départ, dès qu'on a lancé les actions. Et puis on a également des acteurs territoriaux. Que sont le CIRI, le pôle éco-conception et également nos partenaires qui nous suivent, que je remercie tout de suite ce soir, Saint-Étienne Métropole, le département de la Loire, la région, et qui nous ont permis d'organiser cet événement. Alors, je ne vais pas vous dire beaucoup plus longtemps parce qu'après il y a Frédéric qui va intervenir et nous présenter sa conférence. Quelques remerciements, donc remercier Frédéric justement d'avoir bousculé son agenda parce qu'il était aussi prévu en juillet de l'année dernière. Il devait être là et finalement il s'est calé et s'est adapté à nous, donc un grand merci à lui. Et puis un grand merci à l'équipe Digital League. L'année a été complexe, nous on l'a vécu en entreprise, une année quand même complètement atypique. Et ça a été pareil pour l'équipe Digital League. Quand on est en charge d'animer une communauté, et qu'on passe de présentiel à du complètement virtuel, c'est un modèle économique qui change, c'est toute une organisation qui change. Et un merci tout spécial à Michael, en fait, qui a fait preuve d'une grande abnégation pour nous emmener là aujourd'hui. Et si on est là aujourd'hui, c'est principalement grâce à lui. Merci. Avant de laisser la parole à Frédéric Bordage, déjà, je voulais tout simplement vous saluer et vous dire que j'étais ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pu justement réaliser un moment de réseau. On peut se retrouver ensemble avec des vrais gens qui ne soient pas que des vignettes sur une visio Zoom, etc., etc. Donc, merci à toutes et tous déjà d'être présents ce soir. Avant de laisser la parole donc, à Frédéric, je voudrais qu'on revienne ensemble sur l'année 2020. Sacrée année, comme vous pourrez peut-être le dire, qui a été plutôt déstabilisante sur quand même pas mal de points, qui a été marquée par des confinements, par du travail à distance, par une nouvelle organisation du quotidien pour tout un chacun. Mais justement, on avait peut-être aussi la chance d'être en 2020 et d'avoir aussi bon nombre d'outils numériques qui nous permettaient justement de maintenir cette activité. Je pense que tout le monde, et je l'espère, sera d'accord dans la salle, sinon ça sera un peu gênant pour moi. L'année dernière, on a multiplié les usages de la visio, du cloud, de l'entertainment numérique. Je pense que pour bon nombre d'entre vous, vous avez peut-être dû prendre des abonnements Netflix ou autres l'année dernière, etc. Et bon gré mal gré, par notre activité, par nos loisirs, on a participé justement, toutes et tous,
en tant qu'usager du numérique, justement, et ben, au développement de la pollution liée à ces mêmes usages numériques. Alors, en tant qu'individu, on a, je pense, tous un smartphone, tous un ordinateur, des abonnements, etc., à gauche, à droite, on a déjà une première responsabilité. Mais en tant qu'entreprise, cette responsabilité, elle est d'autant plus grande. Et voilà, je ne suis pas là pour faire un moralisateur, ni pour vous charger les épaules, simplement pour vous dire qu'avec avec Digital League, on a pu créer, donc, comme Frédéric l'a expliqué depuis quelques temps maintenant, bon nombre d'actions qu'on a pu essayer de matérialiser justement sur cette année 2021. Le premier semestre de cette année a été un semestre qu'on a voulu justement pour vous acculturer un maximum sur le numérique responsable, pour vous donner à toutes et tous justement les mêmes informations, histoire que vous puissiez agir par la suite. Donc ça s'est matérialisé sur le premier semestre par une veille, déjà qu'on alimente au quotidien, que vous pouvez retrouver justement dans notre rubrique Actu, par des dev clubs qui vous ont permis justement d'échanger sur différentes thématiques, sur la partie hardware, sur la partie langage, sur plein de choses différentes. Sur les webinaires qu'on a pu animer avec et par vous, notamment, on en revient aussi sur le côté hardware, sur les liens entre le Green IT et l'intelligence artificielle, etc., jusqu'à arriver au point d'orgue qu'on attendait effectivement depuis quelques temps, qui est ce soir, par justement la présence et la conférence de Frédéric Bordage, fondateur donc de greenIT.fr et référent, on va dire, sur le sujet en France depuis une bonne quinzaine d'années. Outre cette soirée, le but du jeu voilà, était d'avoir un événement marquant et on vous attend, bien entendu, au deuxième semestre pour déployer différentes actions, des actions collectives, des actions de formation, des actions qui vous permettront, par exemple, de définir au sein de vos équipes un poste de référent numérique responsable, avec bien entendu des formations et certainement une certification à la clé. Donc voilà, on va essayer de vous aider du mieux qu'on peut, on va essayer de continuer à avoir notre activité, nos actions de support de l'industrie numérique et on a hâte justement de vous retrouver sur ces différentes actions dans les mois à venir. Je ne vous en dis pas plus parce que vous êtes clairement pas venu pour moi ce soir, mais plutôt pour Frédéric à ma gauche et je te laisse prendre la suite justement de cette conférence. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. On va juste basculer les slides, c'est super, merci. Alors j'ai la chance, c'est ma deuxième conférence depuis qu'on lève le confinement, désolé, c'était là. C'est la deuxième conférence depuis qu'on a levé partiellement le confinement que j'ai la chance de faire devant des vraies personnes et ça fait vraiment du bien parce qu'une conférence à distance c'est très difficile. Ce soir, on va faire un voyage ensemble en 60 minutes, donc c'est un voyage assez court mais qui va être assez dense. Et l'idée, c'est de vous expliquer finalement la conclusion du titre de mon intervention. C'est comment en éco-concevant, on peut créer l'avenir. Et vous allez voir que c'est le cas. Et pour ça, je vais vous faire à la fois une synthèse de tout ce que vous avez vu depuis 6 mois lors des différents ateliers, les différents webinaires, etc., qui ont été organisés par Digital League. Et puis, je vais essayer de vous projeter dans demain, vous montrer jusqu'où vous pourriez aller, si vous acceptez de sortir du cadre, et est-ce que c'est bon pour votre business, etc. ou pas. Donc, ce soir, je vais intervenir avec 2 casquettes. La première, c'est un expert indépendant qui travaille sur ce sujet depuis 17 ans, puisqu'il y a 17 ans qu'on a lancé greenIT.fr. Et puis, la deuxième casquette, c'est le représentant finalement des experts, puisque greenIT.fr, c'est le collectif des experts du sujet, de la sobriété numérique, du numérique responsable, de l'éco-conception de services numériques depuis 17 ans. Et donc, je vais jongler avec ces 2 casquettes, avec des retours d'expérience concrets que j'ai pu avoir avec des clients, mais aussi vous porter le discours qui est celui des experts du sujet en France, globalement. Mon intervention, elle sera structurée globalement en 2 grandes parties. Une première qui sera la synthèse, comprendre, m'assurer qu'effectivement, vous avez bien, pendant 6 mois, préparé le sujet et que vous maîtrisez les fondamentaux de qu'est-ce que c'est que l'empreinte du numérique, sa structure, sa dynamique, qu'est-ce qu'on peut constater, qu'on peut faire pour trouver des solutions. Et puis dans la deuxième partie, eh bien, on passera après la compréhension à l'action. Et puis je vous montrerai, notamment autour de retours d'expérience,
qu'est-ce qu'on a déjà fait et jusqu'où on peut aller concrètement quand on éco-conçoit jusqu'en facteur 4, avec une conclusion sur le contexte législatif, puisqu'on a un contexte législatif spécifique aujourd'hui en France, assez particulier. Donc, avant de commencer, comme on est en fin de journée et que vous avez besoin d'une petite séance de stretching, je me suis dit que j'allais commencer par une interro-surprise. Donc, j'avance un peu sur la scène pour vous voir, parce que sinon je ne vous vois pas. Et donc, ce que je vous propose, et ça va me permettre de prendre un peu la température, de savoir où vous en êtes sur ces sujets-là, ce que je vous propose, c'est simplement de lever une main quand vous êtes d'accord avec l'affirmation que je vais lire. Et comme ça, je vais avoir un panoramique et vous allez faire pendant 2 minutes et demie du stretching en fin de journée, ça va vous lever. OK? Alors, et surtout, je ne veux surtout pas que vous réfléchissiez, parce que j'ai besoin de savoir ce qui est ancré inconsciemment dans votre cerveau. Si je vous dis les data centers sont la principale source d'impact du numérique, qui est d'accord? D'accord, merci. Donc on a à peu près, pour résumer, parce que vous ne voyez pas forcément, je dirais qu'on a à peu près un tiers de l'auditoire qui est d'accord avec cette affirmation. On va répondre au fur et à mesure de la présentation à ces questions. L'éco-conception consiste principalement à optimiser le code pour qu'il consomme moins d'électricité. Qui est d'accord? Il y a des petites mains timides qui se lèvent, mais pas beaucoup. Hein. Ok, je vois 4 petites mains timides. Donc là, on a nettement moins enfin, on a un fort consensus sur le fait que c'est pas vrai. Sans product owner, ou responsable produit, ou chef de produit, impossible d'éco-concevoir un service numérique. Alors, qui est d'accord avec cette affirmation? Je vois une main courageuse au milieu de la salle, derrière qui se lève. Regardez-là. 2, 3. Ok, merci. La journée était difficile, il fallait quand même lever la main pour les épaules. Merci. Éco-concevoir en facteur 4, c'est un truc d'Amish ou c'est un truc de Jedi? C'était juste un peu pour la boutade. Quand on fait une analyse du cycle de vie, eh bien, on commence par faire l'inventaire physique du numérique. Et donc, dans le monde, on considère qu'on a à peu près 34 milliards d'équipements aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a 4 fois plus d'équipements numériques que de terriens, concrètement. Et en France, il y a à peu près 650 millions d'équipements, c'est-à-dire à peu près 15 par Français de 15 ans et plus. Donc déjà, c'est intéressant d'avoir une idée de la taille de l'inventaire de l'univers numérique, parce qu'on se rend compte que c'est pas si dématérialisé, pas si dans le cloud que ça. Il y a une matérialité. Au niveau mondial, le numérique pèse à peu près 5 fois la masse du parc automobile français. Donc ça donne, je pense, une idée de l'impact. Et donc derrière, eh bien, puisqu'on a une matérialité, tout ce qu'on fabrique à partir de matière et d'énergie va nécessairement déclencher des impacts environnementaux. C'est ni mal ni bien, c'est un fait. Et donc quand on essaye de résumer les impacts environnementaux du numérique à l'échelle mondiale et à l'échelle de la France, donc le monde en haut et la France en bas, eh bien ce qu'on peut dire pour retenir un seul chiffre clé d'une affligeante grossièreté, c'est que l'empreinte du numérique, c'est 4% de l'empreinte de l'humanité. Donc c'est extrêmement résumé, c'est grossier, mais ça donne un ordre de grandeur. 4% des émissions de gaz à effet de serre, 4% de la consommation d'énergie primaire, heureusement que 0,2%, si je ne dis pas de bêtises, de la consommation d'eau douce, etc. Alors ça, c'est à l'échelle mondiale, donc c'est déjà 2 fois plus pour les gaz à effet de serre que l'aviation civile. À l'échelle de la France, on est plutôt sur une échelle qui va de 2 à 6%. 6% de la consommation d'énergie primaire, 3,2% des émissions de gaz à effet de serre, un peu plus de 2% de l'eau. Et alors, c'est nettement plus qu'en moyenne mondiale, puisque on est dans un pays dont l'empreinte par Français est nettement plus importante que l'empreinte par terrien, puisqu'on est dans un pays développé. Donc ça, c'est les chiffres, c'est le constat qu'on fait factuel. Ce qui est intéressant, à la limite, ce ne sont pas ces chiffres et leurs valeurs, c'est la dynamique qu'il y a derrière. Et quand on regarde la dynamique qu'il y a derrière, on se rend compte qu'à l'échelle mondiale, sur la période qui s'étend de 2010 à 2025, eh bien, on va tripler les impacts environnementaux du numérique. Imaginez qu'en 15 ans, on ait triplé les impacts environnementaux de l'humanité, liés à notre nourriture, à nos logements, à notre déplacement. On serait déjà effondré. Les collapsologistes auraient à la fois raison et on serait déjà plus là en fait. Donc il y a une dynamique particulière qui est propre au numérique, qui est une croissance quasi exponentielle des impacts associés au numérique. Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat d'une dynamique. Et donc, sur le constat de cette dynamique, on va devoir adapter des façons de concevoir et de penser le numérique de demain au regard de cette dynamique et donc de l'ampleur et de la vitesse de la croissance de ces impacts environnementaux. Et donc évidemment, sur la période 2020-2025, on est en projection,
Elle ne tient pas vraiment compte de l'effet Covid, c'est une projection assez linéaire, mais quoi qu'il arrive, globalement, compte tenu de la durée de vie, des ventes qui ont déjà lieu, etc., on devrait être à peu près sur ce type de tendance-là. Donc, il y a vraiment un enjeu très fort à freiner, à ralentir, à aller vers de la slow tech d'une façon ou d'une autre, ce qui ne veut pas dire enlever tout le numérique, mais ça veut dire probablement penser le numérique autrement. Et pour y arriver, il faut qu'on continue à creuser et à comprendre où se situent les impacts. Et quand on fait l'analyse du cycle de vie du numérique mondial, on se rend compte que 2 tiers à 3 quarts des impacts sont dans nos terminaux, les vôtres, les miens. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que nous sommes les consommateurs dans notre vie perso, nous sommes les utilisateurs de ces technos dans nos vies professionnelles, et en plus là, on a des experts du numérique qui produisent des services numériques, donc on va pouvoir jouer probablement avec notre expertise sur la durée de vie des terminaux, sur le taux d'équipement, le nombre de serveurs dont on a besoin pour délivrer un acte métier, etc. Et donc, pourquoi on a 2 tiers à 3 quarts des impacts du côté des terminaux utilisateurs? Simplement parce qu'ils sont tellement plus nombreux, on a à peu près 500 terminaux utilisateurs pour un serveur rack. Donc imaginez que fabriquer 500 smartphones, ordinateurs portables, télévision connectée versus un serveur rack, forcément les impacts sont de ce côté-là, c'est simplement la structure d'inventaire qui fait que les impacts sont. Donc quand on continue à creuser, et que là on zoome sur ces 2 tiers à 3 quarts des impacts, et qu'on se pose la question, mais finalement où sont les impacts de nos terminaux? Est-ce que c'est la phase de fabrication? Est-ce que c'est la phase d'utilisation? Très clairement, eh bien c'est la phase de pré-manufacturing, c'est-à-dire la phase pendant laquelle on va extraire les matières premières, puis les transformer en composants électroniques. C'est là qu'on a vraiment le gros des impacts, que c'est concentré. Et c'est ce que vous voyez sur cet histogramme qui n'est pas très joli, mais qui est le résultat d'une... Je vais essayer d'utiliser la fonctionnalité avancée, attention, je zoome. Voilà, qui est le résultat d'une recherche d'un scientifique qui date un peu, mais qui est toujours valide et qui nous montre que les grandes barres, en fait, que ce soit l'acidification, l'eutrophisation, l'oxydation photochimique, l'épuisement des ressources abiotiques, évidemment la contribution au réchauffement global, qui n'est qu'un des impacts dont on parle beaucoup, trop, et qu'on ne parle pas assez des autres, eh bien, tous ces impacts ont lieu très clairement sur la phase d'extraction des minerais et de transformation en composants électroniques. Quelque part, j'ai fini. À partir du moment où on a fait ces constats-là, finalement, vous avez déjà des clés fondamentales pour penser le numérique de demain, puisque ces constats sont essentiels pour comprendre comment on va s'y prendre en tant que professionnel du numérique, qu'est-ce qu'on va devoir mettre en œuvre concrètement. C'est pas compliqué, hein. Je veux dire, il faut fabriquer moins d'équipements puisque c'est leur fabrication qui pose problème. Il faut utiliser plus longtemps ce qu'on a en stock. Et on va devoir se poser une autre question qui est plus politique au sens noble du terme, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le numérique? On va voir juste après pourquoi il faut se poser cette question de qu'est-ce qu'on fait avec le numérique. Qu'est-ce qu'on fait avec le numérique? Parce que vous n'en avez pas encore probablement conscience ou suffisamment conscience, mais le numérique est une ressource non renouvelable qui s'épuise donc inéluctablement, et la société de demain sera nécessairement low-tech. Alors ça peut faire bizarre, hein, aujourd'hui en 2021, ici dans la cité du design, avec un parterre d'informaticiens et d'acteurs du numérique. Mais globalement, quand on regarde les 2 courbes qu'il y a derrière moi, la première sur votre, c'est l'envers, sur votre gauche, eh bien, elle désigne notre capacité à extraire les matières à partir desquelles on fabrique le numérique. Donc on voit qu'il croît dans le temps, heureusement. Mais la courbe sur votre droite, eh bien, elle montre les dernières réserves rentables disponibles de ces matériaux. Et il y a aujourd'hui une compétition extrêmement forte entre les véhicules électriques, les énergies renouvelables, éoliennes, photovoltaïques, etc. Le numérique, il y a une telle compétition pour accéder à ces ressources que dans 2 générations à peu près, on aura au maximum, hein, compte tenu des chiffres qui s'affichent, nous n'aurons plus suffisamment de matière pour fabriquer le numérique tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, clairement, pour faire le lien entre votre métier qui est probablement plus sur la couche applicative logicielle que sur la couche matérielle, pourquoi est-ce que c'est important de concevoir les services numériques? Eh bien, c'est parce qu'on se rend compte que, globalement, la durée de vie des équipements a été divisée par 3, pour faire simple et caricatural, en 30 ans, mais qu'on a multiplié en France le taux d'équipement des ménages par 6. Donc, en gros, on a multiplié par 20 notre empreinte numérique en 30 ans. Et donc, il va falloir forcément allonger la durée de vie des équipements pour pouvoir réduire notre empreinte, sauf que, vous le savez mieux que moi,
Pourquoi est-ce qu'on change nos smartphones, nos ordinateurs, nos serveurs? Parce que ça rame, c'est pas parce qu'ils ne fonctionnent plus, c'est parce que ça rame. Et donc, Wirtz, Niklos, inventeur du Turbo Pascal, si je ne dis pas de bêtises, nous dit le logiciel ralentit plus vite que le matériel n'accélère. Tant qu'on ne s'intéressera pas à ce qui se passe sur la couche logicielle, la couche applicative, on ne pourra pas prolonger la durée de vie des équipements, on ne pourra pas réduire le nombre de serveurs, on ne pourra pas réduire la quantité de bandes passantes, donc on ne pourra pas réduire l'empreinte du numérique. Et donc il faut bien travailler à ces deux niveaux-là, c'est ce qu'on appelle un service numérique, c'est travailler sur l'ensemble des logiciels, des matériels et d'infrastructures qui permettent de délivrer un acte métier, trouver l'horaire d'un train par exemple, consulter le solde de son compte en banque, prendre rendez-vous chez le médecin, etc. Et c'est bien en partant de cet acte métier qui est au cœur de vos activités, parce que finalement, quand vous répondez à des clients, quand vous concevez des logiciels ou tout autre système numérique, c'est pour répondre à un besoin d'un utilisateur qui va avoir ce qu'on appelle un acte métier. Et donc, il faut partir de cet acte métier, imaginer tout ce qu'il y a dessous pour que ça marche, tous les logiciels, tous les matériels, toute l'infrastructure, et vous aurez une idée de à quoi ressemble un service numérique. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut agir. Pourquoi? Parce qu'un logiciel, ça n'existe pas. Alors, je le fais exprès parce que c'est votre métier au quotidien, mais un logiciel, ça n'existe pas. Ça existe. Maintenant, si je veux taper sur le logiciel pour faire le même bruit, le logiciel PowerPoint, il est où? Il n'existe pas en soi. Il est là, dans cet ordinateur, il est dans le vidéoprojecteur, finalement, il est dans tous les matériels qui vont matérialiser, sémantiquement parlant, le logiciel. Et donc, on ne peut éco-concevoir un service numérique qu'à l'échelle du matériel. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate quand on regarde des analyses du cycle de vie des logiciels, et plutôt des services numériques, eh bien, on se rend compte que, globalement, on a pratiquement toujours les grands traits bleus qui apparaissent sur l'histogramme, donc sur les résultats de l'analyse du cycle de vie, ce sont les impacts de la fabrication des terminaux. Donc qu'on soit au niveau du monde, au niveau de la France, au niveau d'un Français ou d'une Française, au niveau d'un service numérique, on a toujours la même structure d'impact. C'est clairement la fabrication des terminaux des utilisateurs, sauf exception, ça arrive, mais c'est clairement la fabrication des terminaux utilisateurs qui ressort. Donc là, on est sur l'idée de trouver l'horaire d'un train sur un site web. On peut avoir exactement le même type de proportion sur les espèces de greenwashing ambiant qu'on entend partout sur supprime tes mails, supprime tes mails. Allez, je vais vous fouetter avec l'écologie punitive, supprimez vos mails, faites-vous mal. Alors qu'en fait, on peut supprimer nos mails autant qu'on veut, ce qui coûte, c'est l'ordinateur avec lequel on écrit et avec lequel on lit. Donc le stockage du mail en lui-même, c'est un détail, quoi. Donc si on veut se faire mal et faire de l'écologie punitive et passer des heures à supprimer nos mails, tant mieux, sauf que ce que nous disent les analyses du cycle de vie, c'est que c'est la fabrication des terminaux sur lesquels on envoie, enfin on écrit plutôt, on lit les mails. D'où l'importance, quand on va éco-concevoir, de s'appuyer sur des standards internationaux, des méthodologies sérieuses pour ne pas se tromper de combat. Et donc, je vais m'arrêter avec le streaming, parce que sinon, là, on pourrait y être dans 10 heures, hein, parce que je pourrais faire tous les usages du quotidien. Hein. Mais globalement, on a exactement les mêmes types de constats. Je suis parti des chiffres de Netflix, donc les chiffres publics de Netflix, puis j'ai fait l'analyse du cycle de vie de Netflix au niveau mondial. Et ben, ce qui ressort, c'est que c'est la grande barre bleue qui coûte dans une heure de streaming, c'est-à-dire que c'est la fabrication de la télévision. La grande télévision qui trône fièrement au milieu du salon. C'est ça qui coûte. Et donc, c'est absolument essentiel de prendre conscience de cette structure des impacts jusqu'au niveau de granularité des services numériques pour ne pas se tromper de combat quand on va éco-concevoir. Parce que si vous êtes en train d'essayer d'économiser un tout petit peu d'électricité sur la phase d'utilisation, tant mieux, ça ne fera pas de mal, mais probablement que ça ne sera pas assez pour que nos gamins aient un avenir numérique, peut-être même un avenir plus court, concrètement. Donc voilà ce qu'on a découvert ces 10 dernières années. On a fait des dizaines et des dizaines, je sais pas, plutôt peut-être des centaines, et à chaque fois, c'est à peu près ce type de structure qui ressort. Donc vous voyez les indicateurs qu'on utilise, hein, j'en profite, c'est le réchauffement global qui va induire, entre autres, mais pas que, le dérèglement des climats locaux, qu'on va exprimer avec des quantités d'équivalent CO2, c'est les tensions sur le douce, la consommation d'énergie primaire, et puis le truc un petit peu imbuvable ici, là, si je le retrouve, ce sont les équivalents antimoines qui vont témoigner de l'épuisement des ressources halieutiques, donc les fameuses ressources naturelles non renouvelables. Et donc pourquoi on utilise l'antimoine? Parce que si je revenais sur le slide d'avant, on voit les matières qui s'effondrent. La première matière à laquelle on ne pourra plus accéder, c'est l'antimoine. Donc c'est pour ça qu'on utilise cet indicateur-là.
Donc voilà, là, on a déjà fait une bonne part du chemin parce que on sait maintenant exactement quelle est la structure des impacts du numérique au niveau mondial, d'un service numérique, la dynamique, et maintenant, il n'y a plus qu'à éco-concevoir, concrètement. Alors, comment on éco-conçoit? On s'appuie sur le standard ISO international, ISO 14062, qui nous dit qu'éco-concevoir, c'est intégrer l'environnement dès la conception des services dans une démarche multicritère, itérative, globalement. Et donc, pour pouvoir éco-concevoir, le premier truc, c'est de comprendre qu'on ne peut pas éco-concevoir un site web, c'est impossible. On ne peut pas éco-concevoir un logiciel, c'est impossible. La seule chose qu'on peut éco-concevoir, c'est l'acte métier sous-jacent, trouver l'horaire du train. Et en partant de trouver l'horaire du train, on va réellement pouvoir éco-concevoir selon 4 niveaux qui sont définis par le pôle éco-conception qui est basé, je crois, juste à côté, là, à quelques centaines de mètres, tout au plus, ici à Saint-Étienne, qui nous dit qu'il y a 4 niveaux d'éco-conception. Le premier, c'est l'amélioration du produit. Le deuxième, c'est je vais carrément reconcevoir le produit. Je vais vous donner des exemples après. Le troisième, c'est j'innove au niveau des fonctions. Et le quatrième, qui est celui qui va, je pense, le plus nous intéresser, nous, c'est finalement, je vais sortir du cadre et je vais carrément penser le produit ou le service numérique différemment. Et nous, on va aller jusqu'à enlever tout le numérique qu'on peut enlever alors que c'est notre métier. Et vous allez voir que c'est bankable, entre guillemets. Alors, pour pouvoir mettre en œuvre on va arriver aux exemples un peu plus tard, pour pouvoir mettre en œuvre en fait cette démarche, on n'a pas besoin de lire le standard ISO 14062 finalement, un truc un petit peu un gros mot. Hein. Globalement, imaginez que vous êtes au fin fond de la Creuse sur un smartphone K6 ans en 3G, il faut que ça marche. Si vous mettez dans une posture contrainte, imaginez que vous êtes en Afrique, imaginez que vous êtes je ne sais où, dans un endroit avec une posture technique contrainte. Il faut que ça marche et que l'expérience utilisateur soit chouette, quoi, pas au rabais. Eh bien, vous allez nécessairement adopter une posture de sobriété dans la conception qui va vous amener à concevoir un service numérique, à l'éco-concevoir, qui sera à la fois plus sobre, plus simple, souvent avec une meilleure expérience utilisateur, centré sur ce qu'on appelle le MVP, etc., etc. Et donc, le sujet de l'éco-conception appliquée au service numérique, c'est un peu du bon sens paysan au final. Hein. C'est comment je fais pour que le plus petit de mes administrés, le moins bien loti de mes clients, de mes prospects, puissent quand même consommer mon service numérique que je lui rends. Mon acte métier, acheter mon billet de train, prendre rendez-vous chez le médecin, etc. Il y a la Deutsche Bahn qui nous l'explique très bien, puisque la Deutsche Bahn qui fait rouler des trains en Allemagne a 2 sites web qui fonctionnent en ce moment, en live. Je ne peux pas vous faire la démo, qui permet de réserver un billet de train. Il y a une version obèse, c'est la version d'aujourd'hui, moderne. Elle pèse 1350 fois plus lourd que le vieux CGI, j'utilise le terme des fois qu'il y a des cheveux dans la salle, que le vieux CGI d'il y a 20 ans, qui finalement, avec 3 kilooctets, délivre plus vite un résultat de meilleure qualité. C'est pas joli, mais c'est hyper rapide. Ça fonctionne partout pour tout le monde, même sur un smartphone en 3G au fin fond de la Creuse qui a 6 ans. Même sur mon BlackBerry. Je ne vais pas vous faire la démo, mais moi j'ai encore un BlackBerry, ça fonctionne sur mon BlackBerry, concrètement. Et donc l'enjeu, c'est quoi? C'est probablement se retrouver au milieu quand on éco-conçoit un service numérique. C'est de dégraisser le monde du numérique qui est devenu obèse, hyper gras, et de l'amener vers un numérique plus lean, plus slim, je ne sais pas comment on l'appelle, en tout cas centré sur l'essentiel, parce qu'on n'en a plus assez, il faut l'économiser. Si on veut en léguer à nos enfants, il va falloir arrêter de gâcher du numérique avec des features, des fonctionnalités, des jolis graphiques qui servent à rien. Sinon, nos enfants, demain, ne pourront pas passer un numérique. Il n'y aura plus assez de numérique. Il faut vraiment qu'on arrive à s'ancrer ça dans la tête. Et donc, ce n'est pas un retour en arrière d'éco-concevoir des services numériques très sobres. C'est absolument pas un retour en arrière. Au contraire, c'est l'avenir. C'est-à-dire que si on veut construire l'avenir de nos enfants, si on veut encore faire du numérique dans 3 ou 4 générations, il va falloir être économe dès aujourd'hui, concrètement. C'est ça le sujet. Et donc, pour mettre en œuvre cette démarche, c'est somme toute, j'ai un seul slide, et c'est somme toute une démarche projet traditionnelle. Hein. On va se former, on va intégrer la démarche le plus en amont possible. Dès que le client nous dit, voilà, je voudrais 25 fonctionnalités, stop. Et puis, on va le guider vers les 5 fonctionnalités essentielles. Et puis après, tout au long du projet, en cycle itératif, on va définir une cible de bonnes pratiques à mettre en œuvre, on va les mettre en œuvre, on va vérifier qu'elles sont bien mises en œuvre, et avant et après le projet, on va quantifier les impacts environnementaux pour s'assurer qu'on a effectivement progressé, à la fois sur un one-shot, et après dans le temps, de la version numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 de notre service numérique. Avec plein de difficultés, parce que souvent, quand on va éco-concevoir un facteur 4, ça ne fera plus exactement la même chose, plus exactement de la même façon.
Des fois, c'est difficile de comparer. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre cette démarche, puis après on va passer au retour d'expérience, eh bien, vous pouvez regarder ce qui se fait au niveau du collectif Conception Numérique Responsable, qui regroupe 95%, je dirais, des acteurs sur le sujet en France. Donc, c'est un collège de greenIT.fr. On est un très vaste collectif puisqu'on a 17 ans, et dedans, on a un collège qui regroupe les experts du sujet. On a à peu près 600 personnes qui travaillent de près ou de loin sur les projets. Et puis, sur chaque projet spécifique, à chaque fois, on a une core team de 5 à 10 personnes à peu près, selon le sujet sur lequel on travaille. Ça va de référentiels d'éco-conception, passant par des référentiels de conformité, des outils comme greenIT Analysis, que vous connaissez probablement, enfin, tout un tas d'autres ressources qu'on met à votre disposition en Creative Commons et dans tout. On ne veut surtout pas votre email à rien, on ne veut rien savoir de vous. Voilà, sur les outils. Ceci est donc, c'est vraiment un travail collégial. Je crois qu'aujourd'hui, à date, on a 107 organisations et à 600 personnes qui sont la communauté qui produit tout ce dispositif que vous allez pouvoir utiliser pour éco-concevoir concrètement vos services numériques. Et c'était donc important pour moi de montrer un petit peu quelques-unes de leurs bobines et que vous voyez que derrière, il y a des êtres humains qui travaillent et il y a vraiment un formidable engouement derrière le sujet. Et ce qui est vraiment réjouissant, c'est qu'il y a vraiment une bienveillance et une envie sur ce sujet, et c'est réjouissant. Quoi. Quand ça fait 25 ans qu'on travaille dans le numérique comme moi, je trouve que c'est vraiment un milieu dans lequel c'est très agréable de travailler. Ceci étant dit, pour finir, sur des retours d'expérience concrets, parce que le niveau 2, ça ne vous parle pas forcément, on a vu qu'il y avait 4 niveaux d'éco-conception. C'est finalement aussi pour vous montrer toutes les étapes par lesquelles on peut passer. Le deuxième niveau, qui vise à reconcevoir un petit peu, souvent le parcours, si on est sur un site web. L'idée, c'est de délivrer une meilleure expérience utilisateur tout en réduisant des impacts environnementaux et des coûts. Et donc, on a un très bon exemple en France. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. C'est la SNCF, qui a beaucoup de mal à vendre des billets de train en ligne, alors qu'il y a des compétiteurs tels que Capitaine Train qui font partie des grands succès de ces dernières années, des startups qui ont été rachetées depuis par Trendline et ça s'est redégradé en qualité, et qui ont su à un moment donné nous proposer un service numérique extrêmement sobre, centré sur l'essentiel, je veux réserver un billet de train. Et si, comme moi, vous voyagez beaucoup en TGV, je pense qu'il y a quelques années, quand Captain Train a apparu, ça a dû faire alléluia. Enfin, un truc qui marche, rapide, etc. Et qui, en plus, globalement, a un nettement moins d'impact environnemental. Ça, c'est le niveau 2, c'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment. Après, au niveau 3, on change carrément la fonction. Et alors là, c'est là qu'on commence à comprendre à quel point, parce que Captain Train, Trendline, vendra bientôt plus de billets de train en Europe que la SNCF. Et là, ce que je vous montre, c'est le match des deux géants et des poids lourds du web, de l'Internet. Yahoo, leader incontesté du web à la fin des années 90, qui s'est fait botter les fesses par une start-up, Google à l'époque, qui vendait des publicités au format, et je ne fais pas l'apologie de Google, mais qui vendait des publicités au format texte, plus sobre, c'est difficile, un texte, alors que Yahoo affichait des bandeaux flash qui clignotaient, et avec un champ de saisie, un input texte au milieu d'un écran 27 pouces, quoi. Saisis ton mot-clé. Donc ce que j'essaie de vous montrer là, c'est qu'il y a des batailles monstrueuses qui se comptent en milliards de dollars qui sont perdues, qui sont gagnées, parce que finalement, sans faire exprès, Google a appliqué ce qu'on appellerait aujourd'hui un certain nombre de bonnes pratiques qui sont liées à l'éco-conception de services numériques. Aujourd'hui, si je cherchais à éco-concevoir Yahoo, je ferais probablement Google, d'une façon ou d'une autre. Et là, c'est la façon de penser le service, puisqu'en fait, au lieu d'avoir un annuaire dans lequel hiérarchique dans lequel on navigue, je ne sais pas si vous vous souvenez des débuts de Yahoo, ou un portail, et bien on saisit un mot-clé, on a un résultat pertinent. Et donc c'est pour vous montrer aussi jusqu'où peut amener l'éco-conception en termes d'innovation de fonction. Ça peut vous amener, si vous rentrez vraiment dans la démarche, à éco-concevoir un service numérique radicalement nouveau, innovant, différent, et pas simplement le même, mais en moins grave, quoi, concrètement. Et donc, le message, c'est important de regarder ce qui a fait le succès de ces grandes entreprises, surtout quand il y a des liens, comme on le voit là assez nettement, avec la simplicité et la sobriété. Ça, je pense que c'est encore du récap et vous étiez à peu près niveau sur ces sujets-là. Alors maintenant, on va passer en facteur 4. Là, ça va être plus nouveau pour vous.
Et puis, je me suis dit, comme c'était la fin de la journée, c'est pas moi qui allais le faire, mais c'est vous, et vous avez 10 minutes, sortez votre stylo, votre papier, vous avez 10 minutes, c'est la période du bac et des épreuves, pour éco-concevoir un service numérique. Alors, ce que je vous propose, je vais vous faire le brief du client, c'est un vrai cas concret, et ensemble, eh ben, on va éco-concevoir en 5 minutes, en facteur 4, un service numérique. Ça vous dit? Ok. Alors, je vous fais le brief. Vous êtes Weatherforce. Weatherforce, c'est une start-up, une vraie start-up, hein, c'est un vrai cas, qui est basée à Toulouse et qui est une spin-off de Météo France et qui calcule des prévisions pluviométriques très fines et très fiables. Et donc, les agriculteurs utilisent ces prévisions pour semer au bon moment, pour récolter au bon moment, et donc globalement, ça permet de mettre moins d'intrants dans les champs, donc moins de produits chimiques, tout en ayant une meilleure productivité, parce qu'on pilote mieux finalement le moment où on sème, on récolte, etc. Cette start-up, quand elle est venue nous voir, elle voulait éco-concevoir son service numérique parce qu'elle voulait faire sa part. C'est pas une entreprise à mission, mais elle voulait faire sa part. Elle avait une deuxième ambition, qui était beaucoup plus business, c'est comment je fais pour conquérir le pays émergent, qui est un énorme potentiel marché. Sauf que mon marché pilote, il est en Côte d'Ivoire, c'est un village où il y a 25 agriculteurs et agricultrices, et je ne suis pas sûr que mon application 4G qui fonctionne sur des smartphones écrit en 4G, je ne suis pas sûr qu'elle fonctionnera là-bas. Nos cas concrets aujourd'hui, quand on éco-conçoit et qu'on ne fait pas juste enlever un peu de gras, mais qu'on fait de l'éco-conception un facteur de disruption, de différenciation des produits pour faire gagner nos clients, et évidemment nos enfants, parce qu'on le fait surtout pour nos enfants et pour la planète, mais ça ne peut pas fonctionner si on ne fait pas gagner nos clients, eh bien, on doit trouver des solutions. Donc, vous avez le brief. Qu'est-ce que vous faites pour que ce service numérique qui fonctionne probablement en Europe, chez des agriculteurs bien équipés en France, comment vous faites pour que ça fonctionne en Côte d'Ivoire et pour réduire drastiquement d'un facteur 70 les impacts environnementaux? Je vais répéter pour que tout le monde entende. Alors, envoyer les informations par SMS. C'est envoyer la ville par SMS. Et au retour, on a donc la prévision pluviométrique en fonction de quoi du SMS? Oui, mais quelle information j'envoie pour me géolocaliser? Coordonnées GPS, c'est compliqué pour un agriculteur qui n'a pas forcément, même pour moi, en France, avec un ordinateur, les coordonnées GPS de mon village. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de coordonnées GPS. Le téléphone, il est Alors, en triangulaire. triangulaire, ouais. Un code postal, peut-être aussi? Tout simplement. Bah, en effet, non. Je sais pas. Je réfléchis avec vous. Hein. Ok, donc par SMS. Super. Premier réflexe qu'on a eu, c'était le SMS. 30% d'illettrisme. Donc c'est top. On touche 70% de la cible. Mais il reste quand même 30% de personnes qui n'acceptent pas. Quoi. Alors un service par téléphone, on y a pensé parce que moi quand j'étais jeune, dans le temps, je rentrais dans une cabine à pièce, je mettais ma pièce et puis la fin du numéro de Météo France, c'était le numéro de mon département. Et on pourrait avoir un serveur vocal où on met, je sais pas, reconnaissance vocale du nom du bled ou le code postal. Où on y a pensé, c'était finalement, on a trouvé plus simple encore. Mais c'est un très bon réflexe. Installer des bulletins météo dans les villages. Installer des bulletins météo dans les villages qui sont matérialisés comment? En papier. En papier, d'accord. Pourquoi pas? Je vous laisse réfléchir et puis après, je vais vous dire comment on a fait. On va faire une recherche Google, ça sera plus simple. D'autres idées? Prendre une photo des étoiles pour savoir où il est, pour le géolocaliser. Il faudrait des IA derrière à Toulouse pour réussir à reconnaître le ciel, la position triangulée, ça va être un peu trop compliqué. Comment on fait pour transmettre aux 30% de personnes qui sont illettrées, c'est comme ça, comment on fait pour leur transmettre la prévision météo? On transmet aux enfants. Radio, on y a pensé, mais radio et le broadcast trop large en fait, ça marche pas. Il n'y a pas qu'un code couleur. Un code couleur? Un code couleur des icônes, ça marche, mais sur un smartphone, ça marche pas sur un featured phone. Or, en zone agricole, en zone rurale, on n'a pas toujours de la 3G.
J'entends pas. Non. Alors, on envoie l'info que s'il pleut. Excellente approche. Le use case initial, c'était que statistiquement, un paysan en Europe, sur son smartphone 4G, eh bien, il se connecte 2 fois et demi par jour pour aller tirer, on est en poule, pour aller tirer l'information, donc aller chercher est-ce qu'il va pleuvoir. L'informatique a été inventée pour nous décharger de tous ces problèmes-là et pour nous alerter s'il va pleuvoir. Donc déjà, le premier réflexe qu'on a eu, effectivement, c'est en termes de mode d'accès à l'information, on a inversé le mode pool, on l'a transformé en mode push, et donc on a une alerte que s'il pleut, sinon ben, il ne se passe rien, tout au fond. On se repose sur la seule tête de file. Au lieu d'envoyer l'information à 30 personnes, on envoie une seule personne et on prend qu'elle sache lire. On n'envoie qu'une seule personne et Il faut qu'elle sache lire. il faut qu'elle sache lire. Mais comment elle fait pour envoyer aux 25 autres? Bah, localement, comment? Le chef de village. On diffuse dans les écoles. Signaux de fumée. Signaux de fumée. Voilà, je vais vous expliquer comment on a fait. Je ne sais pas trop combien de temps il me reste, comme je suis. Mais j'ai encore un peu de temps. 25 minutes, super. Excellent. Eh bien, en fait, je vais vous expliquer comment on a fait. Effectivement, on s'est appuyé sur les écoles. On s'est dit, voilà, les 70% de personnes qui peuvent recevoir un SMS, bah, le tour est joué. Finalement, on n'a plus besoin d'une appli smartphone 4G parce qu'un SMS qui nous dit il va pleuvoir 30 minutes d'eau demain sur la parcelle ou sur le numéro de commune, enfin, c'est facile. Et pour les autres, on s'est posé la question, où est-ce qu'on a le plus de chances de capter en zone rurale? En France, comme en Côte d'Ivoire. C'est où c'est intéressant économiquement pour un acteur, un opérateur télécom. Où est-ce que c'est intéressant pour lui? C'est où il y a des gens, où il a des clients. Où est-ce qu'il y a des clients dans le village? Qu'est-ce qu'il y a au milieu du village qui sait lire? Une école avec un instituteur, une institutrice. Qu'est-ce qu'il y a dans l'école? On a nos messagers, en fait. On a les enfants. Et donc, en fait, on s'appuie sur l'instituteur ou l'institutrice, mais aussi sur la coopérative et deux ou trois autres points de ce type-là d'information, pour avoir des messagers humains, plus low-tech, c'est pas possible qu'un être humain. Il n'y a que du carbone, quoi, on est là. Et on s'appuie sur ces messagers humains pour transmettre l'information et pour supprimer les smartphones qui avant étaient absolument indispensables. Et donc, on a gardé des supercalculateurs qui font de l'IA littéralement à Toulouse pour calculer les prévisions pluvio, parce que ça, on ne peut pas le faire sans numérique. Par contre, transmettre une prévision pluviométrique, un enfant peut le faire parce qu'il va l'écrire sur son cahier d'école, parce qu'il a la chance d'aller à l'école, si ses parents n'ont pas eu cette chance, il va le dessiner. Ça va être le référent de la coopérative agricole qui va le marquer sur un tableau, qui va le dessiner sur un tableau, etc. Donc en fait, on a dissocié deux choses. La valeur ajoutée produite par la start-up, c'est la prévision pluviométrique. Et on a essayé de trouver la solution la plus low-tech pour transmettre l'information de façon à ce qu'elle réduise les impacts environnementaux qui étaient essentiellement liés à la fabrication des terminaux utilisateurs des smartphones, mais en plus, qu'elle puisse conquérir la Terre entière. Et donc, grâce à cette solution low-tech, eh bien, associée à la très haute high-tech à Toulouse, eh bien, elle va pouvoir conquérir tous les pays émergents quand tous ses concurrents sont en train encore de se poser la question comment on va faire. Ils attendent que les pays émergents soient équipés en 4G pour qu'un jour, peut-être, ils puissent les attaquer. Là, ils sont morts. Donc, l'idée, pour moi, et puis pour le collectif, de l'éco-conception en facteur 4, eh bien, c'est vraiment de s'appuyer sur l'acte métier, qu'est-ce qu'on souhaite vendre à notre client, les prévisions pluviométriques, de surtout pas rester collé sur la façon dont on fait du numérique aujourd'hui, c'est-à-dire une application mobile, un site web, et si c'est pas ça, ça peut pas marcher, ben si, ça peut marcher. Et je vais vous montrer encore deux ou trois autres exemples pour vous montrer que ça peut marcher, que c'est même très efficace, et que le monde de demain, inévitablement, sera comme ça. Si on veut économiser le numérique, si on pense que c'est bien que nos enfants ou nos arrière-petits-enfants puissent passer un scanner, un IRM, accéder à de l'information en ligne, etc., etc. Un autre exemple concret, puisqu'on est encore en période de pandémie, eh bien, c'est qui existe depuis 3 ans, avant pré-pandémique, on va dire, eh bien, c'est le projet CADOC de l'Institut Curie. Google a une super intelligence artificielle qui s'appelle Google Health, qui détecte mieux les cancers des poumons et du sein que des oncologues. C'est génial, puis vive le numérique, on améliore la prise en charge des patients. On ne peut que s'en réjouir. Comme en France, on n'a pas Google, mais qu'on a de brillants chercheurs, qui n'ont pas vraiment les moyens de Google, ils se sont dit, puisqu'un chien sait détecter de la drogue, puisque ça fait des décennies qu'on dresse des rats pour détecter des maladies infectieuses dans des pays émergents,
alors Canis canis, le meilleur ami de l'homme, n'aurait-il pas la faculté de détecter l'odeur du cancer? Est-ce que le cancer aurait-il une odeur? Donc ils sont sortis du cadre de la haute technologie, de l'intelligence artificielle, etc. Ils sont partis sur une voie complètement alternative, et finalement, malheureusement, quand on a atteint un cancer, on émet des phéromones, des marqueurs olfactifs qui sont tout à fait détectables, avec moins de faux positifs, plus précocement et plus de formes de cancer par des chiens. Des chiens plus low-tech, c'est pas possible. Et donc, le sujet de l'éco-conception en facteur 4 et du numérique de demain, c'est de ne surtout pas opposer d'un côté l'intelligence artificielle de Google, de l'autre les chiens et les oncologues au milieu. C'est au contraire d'être suffisamment ingénieux, intelligent, arrêter d'être idiot et de décliner notre pensée pour tirer le meilleur parti des outils qui sont à notre disposition pour être capable d'économiser du numérique. Ça nous fera économiser des impacts à court terme, on pourra en transmettre à nos enfants, construire un monde, donc on se donnera la chance d'une transition, pas de 1 à 2 générations numériques devant nous, mais peut-être 4, 5 générations numériques avant qu'il n'y en ait plus, donc on pourra faire évoluer la forme du numérique, peut-être trouver d'autres solutions. Ça nous laisse plus de chances de trouver des solutions. Et surtout, ça permet, ça coûte moins cher, il y a moins d'impacts environnementaux, enfin voilà, ça fait le job, quoi, tout simplement. Et ceux qui gagneront demain seront ceux qui seront capables d'associer les deux. Donc c'est un monde qu'on n'a pas l'habitude de penser parce qu'il est extrêmement hybride, en fait. Des chiens et des intelligences artificielles, c'est bizarre, on n'a pas l'impression, mais le monde de demain sera comme ça. Et d'ailleurs, il est comme ça depuis 50 ans, quand on y réfléchit bien, puisqu'on a conquis la Lune avec exactement cette approche-là. Aujourd'hui, quand vous envoyez un mail, il y a autant de puissance informatique nécessaire que la puissance informatique qui a été nécessaire pour conquérir la Lune. Vous imaginez? À chaque fois que vous envoyez un mail, il y a suffisamment de puissance informatique il y a 50 ans pour conquérir la Lune. Mais on est devenus idiots, nous les acteurs du numérique, on est devenus chez nous. Enfin, il y a un truc qui s'est passé. Comment ça se fait qu'il y a 50 ans on conquiert la Lune et qu'aujourd'hui on envoie un mail, on va manger? Il y a un truc qui est dans ce computer de la capsule Apollo, il avait 4 kilooctets de mémoire vive, et attention, accrochez-vous, 70 kilooctets de mémoire de masse, donc un mail, quoi. Mais on n'a pas conquis la Lune uniquement grâce à cette très haute technologie de l'époque. On a conquis la Lune aussi grâce à des règles à calcul, c'est-à-dire des règles en plastique sur lesquelles on déplace un curseur, pour transformer des opérations arithmétiques complexes, division et multiplication, en des opérations arithmétiques simples, addition et soustraction. Et donc, le contrôle mission à cap canavéral, il confirmait les calculs faits de tête par les astronautes grâce à des bouts de plastique qui glissaient sur des bouts de plastique. Et la deuxième solution de tech qui nous a permis de conquérir la Lune, ce sont les figures de l'ombre. Je pense que probablement des personnes dans la salle ont vu ce film. C'est finalement de brillantes mathématiciennes qui calculaient les trajectoires de la mission Apollo avec leur tête, un papier, un crayon, une gomme. Et donc, le grand défi des années 50-60, c'était de conquérir la Lune, c'était la conquête spatiale, je veux dire, c'était le défi de l'époque. Et à l'époque, pour relever ce défi, les meilleurs ingénieurs du monde à la NASA, ils ont arrêté d'être bêtes. Ils se sont dit, je prends tout ce que j'ai à ma disposition et j'essaye de prendre le meilleur de toutes les solutions que j'ai à ma disposition, je les assemble. Et c'est comme ça qu'on a conquis la Lune. Aujourd'hui, notre défi, c'est pas de conquérir la Lune, c'est que nos enfants aient un avenir. Donc, le défi, il est hautement plus important. Et pour qu'on ait un avenir, il va falloir commencer par arrêter de polluer la planète avec le numérique, mais surtout, il va falloir surtout anticiper la fin du numérique, parce que si dans 2 générations, on se réveille d'un coup, brutalement, et qu'on se rend compte qu'on ne peut plus fonctionner parce qu'on n'a plus de numérique, c'est un impact. Donc si on veut que nos enfants, nos arrière-petits-enfants, les êtres humains, la civilisation, notre espèce, en fait, puisse perdurer dans une civilisation qui ressemble un petit peu à celle qu'on a aujourd'hui, eh bien, il va falloir qu'on éco-conçoive en facteur 4 de façon assez radicale, au sens noble du terme. C'est la seule façon. Donc il y a un enjeu sociétal qui est très fort, pour conclure, mais il y a aussi un enjeu pour vous, parce que c'est vous les Google de demain. Si vous comprenez qu'en injectant l'ADN du développement durable dans la façon dont vous concevez les services numériques, eh bien, probablement, vous allez devenir des pépites, quoi. C'est clair que les pépites de demain, il y aura l'ADN du développement durable dans la conception des services numériques. Et si vous y allez, ben, tant mieux, parce qu'on aura plein de petites pépites en France et puis dans la région ici. Si vous n'y allez pas, eh bien, de toute façon, on vous fouettera, il n'y a pas de problème, puisque les sénateurs, on ne peut pas dire que les sénateurs et les sénatrices soient quand même les plus geeks en France, mais ce sont les sénateurs et les sénatrices qui vous ont devancé, les acteurs du numérique, et qui sont en train de produire une loi, la loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Et cette loi,
Elle est issue du Sénat, elle est passée à l'Assemblée nationale et elle est repassée actuellement au Sénat. Elle sera bientôt votée et à partir de début 2022, des contraintes vont vous être imposées, probablement, dans la façon dont vous concevez le numérique, parce que vous n'allez pas assez vite, vous emparez pas assez vite du sujet. Donc, emparez-vous de ce sujet-là, anticipez ces contraintes réglementaires qui vont vous tomber dessus pour en faire un différenciateur. Et donc, dans ces contraintes, on pourra revenir dessus peut-être lors de la table ronde, mais on verra qu'il y a des contraintes, dont une qui est l'article 16, qui, initialement, dans le texte initial, disait rendre obligatoire l'éco-conception des sites web de l'État et des grandes entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, cet article 16 s'est transformé en... c'est plus obligatoire, mais poussé à l'éco-conception des services numériques. Et on ne sait pas ce qui va sortir du Sénat, mais très probablement que si ce n'est pas obligatoire ce qui sort du Sénat, dans 2, 3, 4, 5 ans, ça deviendra progressivement obligatoire. Comme l'accessibilité numérique est devenue obligatoire pour un certain nombre des dossiers sur lesquels vous travaillez probablement. Je pense que si vous travaillez avec des grands comptes, aujourd'hui, vendre un service numérique qui n'est pas accessible, je pense que vous faites éjecter tout de suite de la peine. Demain, ça sera pareil avec l'éco-conception. Donc vraiment, emparez-vous de ce sujet-là et faites-en une force dans la forme. Et c'est vraiment une posture de conception, c'est un travail d'architecte, c'est un travail de conception pure, c'est pas qu'un travail d'optimisation des lignes de code. Co-président de Digitali, directeur agile de Doing, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus d'informations, de détails sur le projet Dictotem? Oui, merci Frédéric pour la conférence. Je vais rebondir sur ce projet en partant d'un mot que tu as utilisé, que j'ai beaucoup apprécié, une expression qui est le bon sens paysan. Et en fait, le bon sens paysan, finalement, quand on a démarré ce projet Totem de borne de charge de véhicules électriques, donc bon, un sujet qui est assez green, alors il y a une partie batterie, un vrai sujet derrière, mais en tout cas un sujet intéressant, on s'est posé la question de la conception de la brique numérique autour de ces bornes de charge de véhicules. Et cette brique numérique, finalement, eh ben, ce bon sens paysan, il nous a guidé assez naturellement sur l'éco-conception sans le savoir au départ, qui était de se dire, eh ben, des bornes de charge de véhicules électriques, finalement, ce sont des objets connectés qui sont sur le territoire. Et tu donnais l'exemple de peu de connectivité. Alors là, on est sur des territoires qui sont des territoires ruraux parfois, avec des puces qui ont très peu de débit, avec de la data qui doit transiter très légèrement. Et finalement, on s'est retrouvé à devoir limiter les flux, limiter tout ce qu'on avait à limiter, en fait, à supprimer des éléments pour arriver sur cette low-tech, en termes vraiment de transfert de data, mais quand même au bénéfice d'une innovation, en fait, ce qui était formidable. Donc sur ce projet, on s'est fait accompagner, on a la chance sur le territoire d'avoir le C-Team qui a porté un programme qui s'appelle le CD2 Pro, compétitivité durable produit process, et on s'est fait auditer par Green Spector, que tu connais certainement, qui est basé sur Nantes, je crois, et qui est venu auditer donc nos logiciels pour arriver à savoir si ce qu'on faisait pouvait être encore optimisé. Et ils nous ont apporté toute une série de conseils sur la consommation du terminal, justement, avec une tablette Android avec des capteurs dessus qui permettent de voir la consommation réelle du terminal pour arriver à baisser cette consommation du terminal, baisser la consommation de la partie serveur, baisser les flux. Et finalement, en faisant ça, on s'aperçoit qu'on limite fortement les gains environnementaux. Et puis, on arrive quand même à des gains en performance, c'est-à-dire que limiter ces éléments-là permet quand même d'avoir des gains qui ne sont pas que des gains environnementaux, des gains de durabilité, de faire durer des produits pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. On le faisait déjà avec nos logiciels, essayer de les durer le plus longtemps possible, de les améliorer, de les réutiliser le plus possible. Voilà. Et puis finalement, c'est lors de ce cycle-là qu'on a suivi, ça nous a fait toucher du doigt justement ce cycle, cette éco-conception, et finalement on s'est rendu compte, là où on pensait au tout départ, tu sais, c'était ta première question, est-ce que c'est la ligne de code qui fait l'éco-conception? Et ben en fait, quand on a regardé chaque brique du cycle de vie, on s'est dit, en fait, quand on fait de l'agilité, qu'on cherche à réduire les fonctionnalités en faisant vraiment le nécessaire, quand on héberge intelligemment sur des serveurs qui sont de la bonne taille et qui n'ont pas à aller mettre de la RAM,